Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du rapport Boivin, édition du 25 octobre 2018 pour la période du 19 octobre à ce jour. On s'est laissé la semaine dernière presque dans le drame de la formation du premier Conseil des ministres de la coalition Avenir Québec. Et ça aurait été le fun, avant de terminer l'émission, d'avoir une idée complète du nouveau cabinet de François Legault. Ça n'a pas été le cas parce que, bon, on a terminé l'enregistrement avant. Ça a été quand même une cérémonie qui a pris un certain temps. Heureusement, je l'avais enregistré chez moi, fait que j'ai pu assister à des moments absolument extraordinaires. Il y a quelque chose de spécial, je vous dirais, pour avoir fait de la politique moi-même, sur le fait d'être nommé ministre, pas quelque chose que j'ai connu de mon côté, mais peu importe, que ce soit une assermentation comme nouveau député, que ce soit juste l'appel de ton chef de parti pour te dire qu'il te met sur son cabinet fantôme en politique voulant dire les vis-à-vis des différents ministres qui ont été nommés pour les autres partis à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, si tel était le cas. Alors, on ne s'était pas trompé. On savait que la personne qui serait nommée pour l'Outaouais, en tout cas, j'avais une bonne indication que ce serait Mathieu Lacombe, selon les informations qu'on m'avait transmises. Et c'est effectivement Mathieu Lacombe qui est député ici, là où on enregistre à la TV, c'est Basse-Lièvre, c'est le comté de Papineau, c'est plein, en tout cas il y a tout un comté. L'ami Mathieu Lacombe, l'ancien lecteur de nouvelles à CHOT, RNC Média Ottawa-Gatineau, et beaucoup de responsabilités sur les bras parce qu'il est devenu ministre de la Famille suite à la nomination par François Legault. C'est un ministère qui a de gros budgets à gérer parce que, bon, on parle de la petite enfance et c'est de la grosse argent, ça, au Québec. Une bonne partie de nos taxes qui vont de ce côté-là pour aider les familles. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'assermentation, c'est pas tout le monde qui sont des geeks comme moi, puis qui adorent voir de visu ces moments bien particuliers, bien intimes dans le fond, public, mais intime pour les personnes qui atteignent ces cibles-là, parfois des rêves d'enfants, parfois quelque chose que tu espères dans le cours de ta carrière, mais quand ça se concrétise, puis c'est devant ta famille, c'est spécial. Alors, un des moments absolument extraordinaires, c'était justement quand François Legault a, par la bouche de la personne qui appelait les ministres, on a vu les enfants, les deux petits-enfants de Mathieu Lacombe s'avancer vers l'avant et vous voyez la photo à l'écran, la personne qui est là à côté de Mathieu Lacombe pour officialiser sa nomination de ministre, c'est le lieutenant-gouverneur du Québec, M. Doyon, et de voir un lieutenant-gouverneur qui, à un moment donné, avait le bébé de Mathieu Lacombe dans les bras, c'était assez spécial, c'était cute. Il y a toujours des mauvaises langues qui disent que c'est arrangé. Écoute, nous autres, c'est notre deuxième. Dans la région, il y avait eu André Fortin du Parti libéral du Québec, ministre des Transports, qui avait été nommé ministre des Transports dans un remaniement de cabinet par Philippe Couillard, qui, on avait vu la même chose, son petit gars, je pense, qui avait couru vers l'avant, puis bon, ça avait été tout un moment puis qui avait fait dire aux commentateurs puis aux journalistes présents, « Mon Dieu, c'est qui ça? » Et ça a attiré les feux de la rampe, si on veut, en direction de ces personnes-là. Mais comme disait si bien Mathieu Lacombe lorsqu'il fait le tour des médias, ça se planifie pas bien quand tu as des petits de 2 ans, puis en bas de 2 ans, là, tu leur dis pas, regarde, quand on va te faire un signe, tu cours vers l'avant, puis ils vont le faire. Règle générale, ils font rarement ce qu'on leur dit de faire de toute façon. Alors, un beau moment en politique que je suis convaincue que Mathieu Lacombe va se rappeler longtemps. Pas en même temps, mais parce qu'on attend toujours du côté des partis d'opposition, donc du Parti libéral du Québec, Québec solidaire et du côté du Parti québécois, on attend toujours de voir qui va composer le cabinet pour procéder à ce que j'appelais tantôt le cabinet fantôme. Je veux quand même souligner, outre Mathieu Lacombe, il y a quand même des nominations importantes. Moi,
comme femme, je dois vous avouer, et qui a fait de la politique, j'étais extrêmement contente de voir M. Legault tenir parole. Il a vraiment composé un cabinet paritaire, égal hommes-femmes, même nombre de chaque côté. Et pas seulement parce que des fois, je regarde du côté d'Ottawa, bon, ça avait commencé avec Trudeau qui disait, ben, c'est parce qu'on est en 2015, il avait nommé autant de femmes que d'hommes, mais dans les gros ministères, c'est pas là qu'on voit les femmes. Alors que du côté de la CAQ à Québec, on voit des femmes dans des positions extrêmement importantes. Il y a tout le ministère de la Sécurité publique. C'est quelque chose, ça. C'est la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, qui va maintenant être ministre de la Sécurité, qui est maintenant ministre de la Sécurité publique. Il y a aussi Sonia Lebel, qu'on a connue dans le temps de la commission Charbonneau, qui a travaillé au bureau de François Legault avant d'être élue lors de la dernière élection, qui devient ministre de la Justice, des gros ministères. On le sait qu'il y aura des gros dossiers qui seront là. Il y a évidemment aussi du côté ce qui est plus finance, Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, et du côté du ministère des Finances, Éric Girard, des gens qui ont des backgrounds, que ce soit avec la Banque nationale ou la Caisse de dépôt. Alors, je pense, un cabinet très équilibré. On a beaucoup décrit ce cabinet comme étant un cabinet de gestionnaire. La ministre de la Santé, c'est une gestionnaire du réseau de la santé. C'est peut-être ce que le réseau a besoin, plutôt que des médecins ou des infirmières, d'avoir des gens qui connaissent la gestion, l'importance, là où les choses vont moins bien pour essayer de les corriger. C'est pas toujours avec de l'argent qu'on corrige les choses. Des fois, il suffit de faire certains ajustements. On saura y revenir dans les prochaines semaines, mais aussi un petit peu plus tard à l'émission lorsque je parlerai de la problématique d'infirmières en Outaouais. Du côté de l'éducation, un autre moment touchant pendant l'assermentation des ministres, Jean-François Roberge, qui est un professeur de carrière, on sentait l'émotion. C'était quelqu'un qui a écrit sur le sujet, qu'est-ce que le système avait besoin pour redonner ses lettres de noblesse au métier d'enseignant, mais aussi faire en sorte que les étudiants demeurent assis sur les bancs d'école, restent là et pas le goût de décrocher. Alors, on sentait toute l'émotion l'envahir lorsqu'il s'est approché pour faire état de son serment. Il y a des médias qui ont trouvé ça bien comique, qui avaient bien de la misère à dire exercer, le mot exercer. Mais je peux vous dire, pour avoir été assermentée comme avocate, assermentée comme députée du comté de Gatineau au fédéral par 2 fois, que quand tu es ému, puis l'émotion est là, tu vois ta maman, ton père, tes frères, sœurs, tes amis proches, des fois l'émotion fait en sorte qu'on trébuche. Alors même s'il y en a plusieurs qui trébuchent au même endroit, c'est parce qu'on a un peu les mêmes émotions. Il y aura des gros dossiers, j'en ai parlé. Alors, les partis d'opposition ont fait leur cabinet fantôme, formé leur cabinet fantôme. Celui que je vais peut-être traiter un petit peu plus longuement, c'est celui de Pierre Arcan, qui est maintenant chef par intérim du Parti libéral du Québec, parce que M. Couillard, pour ceux qui ne le savent pas, qui dorment, je ne sais pas moi, dans une grotte, a démissionné suite à la défaite épouvantable du Parti libéral à la dernière élection. Alors, rassurez-vous tout le monde, on ne verra plus Gaétan Barrette en santé. Il s'enligne beaucoup plus du côté du Conseil du Trésor. C'est quand même extrêmement important. Le Conseil du Trésor, c'est la personne qui tient la bourse. Alors, il saura faire tenir tête à Christian Dubé, qui est le président du Conseil du Trésor. Il y a notre André Fortin ici, pour rester au niveau local. Du côté de la région, il n'y a que le comté de Pontiac et le comté de Hull, avec Maryse Gaudreault, qui sont représentés par des libéraux. André Fortin, ancien ministre du Transport, va s'occuper des dossiers de santé publique et vitalité des régions. Et Maryse Gaudreault, qu'on pressent pour devenir vice-présidente de l'Assemblée nationale, sera la porte-parole du Parti libéral du Québec au tourisme. Alors, ça sera intéressant. Les 2 autres partis qui ont que 10 députés à l'Assemblée nationale, ils vont se partager entre eux dans chaque groupe là, les différentes responsabilités, les différents titres qui sont couverts par le cabinet. Je leur souhaite bonne chance, mais quand tu as 4, 5, 6 parfois dossiers à traiter, ça fait pas nécessairement des porte-paroles qui sont
sont pas très bons, mais ça fait des porte-paroles qui sont obligés de se diviser dans plein d'affaires, puis c'est pas nécessairement d'une grande efficacité. Ça sera à suivre, on saura en parler plus longuement dans le futur. Mathieu Lacombe, j'avais envie de dire, il a vécu un beau moment, il a reçu toutes les fleurs, il a fait la tournée des médias, et quelques jours plus tard, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, en fait, sous la plume d'un journaliste, sortait un article qui faisait état du fait qu'il avait dû transiger avec ses créanciers il y a 1 an et quelques, et on a étalé sur la place publique toute sa situation financière de l'époque, les dettes, maisons, hypothèques, cartes de crédit, etc., dettes d'études, parce qu'il casse quand même un jeune ministre. Et je le disais à la radio du 104.7 ce matin-là, lorsque ça s'est sorti cette semaine, que c'était peut-être de l'information publique parce que c'est de l'information publique, mais est-ce que c'est de l'information importante à savoir? En tout cas, ça l'a rendu, j'en suis convaincue, plus fort. Et c'est certainement un ministre de la Famille qui saura être très près des dossiers des familles, parce que ce soit le fait qu'il connaît ça, avoir des enfants, et que ce soit le fait qu'il sait comment c'est pas toujours facile d'arriver. Il y a eu un mouvement de sympathie derrière lui, premièrement parce qu'il ne s'est pas caché. Alors ça, c'est la règle numéro 1, les amis politiciens. Quand on vous attaque, organisez-vous pour faire face à la musique, répondre aux questions. Si c'est faux, être capable de le nier, fermement de répondre aux questions. Si c'est vrai, mais avec explication, cachez-vous pas, ça empire toujours la situation. Mais je salue très, très fortement Mathieu Lacombe. J'espère qu'il a senti ce courant de sympathie à travers tout le Québec, mais vraiment tout le Québec. Alors, ça ne sera pas facile, mais ça montre qu'est-ce que c'est la politique, malheureusement. Il y aura des gros dossiers, que ce soit la question du cannabis, on veut faire passer l'âge de 18 à 21 ans. À mon avis, ça va créer certains problèmes, ceux qui vont avoir déjà eu accès. En tout cas, il y a plein de choses dont on parle avec la question du pot, entre autres, faites pas vos achats par carte de crédit. Ça reste dans les dossiers de Visa, Mastercard et autres qui sont installés aux États-Unis. Ça pourrait créer des problèmes aux voyageurs. On n'a pas fini d'en parler. Il y a la question de la laïcité qui est l'autre dossier que François Legault veut traiter en priorité. On n'a pas beaucoup parlé du crucifix. Je sais qu'on va en reparler, fait que j'en ferai pas un grand état, mais autant je l'aime, le crucifix de l'Assemblée nationale, autant je sais pas ce que ça fout là, qu'on le garde, qu'on l'entrepose quelque part à travers les murs de l'Assemblée nationale, grand bien leur faire. C'est pas une question de renoncer à qui que ce soit et à qui nous sommes, mais peut-être de dire, regarde, c'est pas la place, la religion, ça n'a pas sa place avec la politique. Enfin bref, élection à Ottawa, je l'avais dit que c'était pour être plate. Le ministre Watson, le maire Watson a été réélu, je pense, avec 71 % du vote. Bravo. Plus de femmes qui ont été élues au conseil de la ville d'Ottawa. Très contente de ça. Ça, c'est important parce qu'il n'y en avait pas beaucoup avant. Alors, bravo. On va faire une courte pause. Je vais revenir rapidement avec un petit problème que la ville de Gatineau a eu. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, de l'attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Hey, merci d'être toujours là. Merci d'être à l'écoute. On l'apprécie. On ne vous le dit peut-être pas assez souvent, mais c'est vraiment apprécié. Puis quand vous m'accrochez dans la rue, j'aime bien ça. Je voulais vous parler de la ville de Gatineau parce que, bon, la ville, par la bouche de ses représentants, c'est un peu enfargé dans le jeu de la marelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était jeune, on faisait, puis on disait qu'on s'en allait vers le paradis, puis tu sautais, tu lançais une petite roche dans un carré, puis là, tu sautais sur une jambe, puis bon, il fallait que tu dépasses, tu ramasses ta roche. Alors, il y a une compagnie qui s'appelle
Énergie Cardio, qui a fait une campagne de publicité. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont peint sur un sentier dans le plateau, et c'est comme ça que ça a fait les nouvelles. Et c'est souvent les enfants qui passent par là, puis ça disait, si vous le constatez, allez sur tel site Internet, là, la personne, vous alliez sur le site Internet de la campagne de promotion d'Énergie Cardio, et vous mentionniez où vous aviez aperçu, c'était fait, je pense, à travers le Québec, et vous disiez, ben je l'ai vu sur le sentier pédestre X dans le plateau, dans la ville de Gatineau, et ça permettait aux gens de recevoir certaines réductions d'abonnement. Il ne faut pas confondre avec la publicité faite aux enfants. Premièrement, Énergie Cardio, là, c'est pas pour les enfants là, de 12 ans et moins, ni même, je dirais, 15 ans en descendant. C'est vraiment les adultes qui vont se mettre en forme dans ces coins-là. Alors, c'est pas tellement, parce qu'on a un petit peu parlé de ça. Là, la conseillère du quartier, Maude Marquis-Bissonnette, s'est beaucoup insurgée face à cette publicité-là, disant qu'ils n'avaient pas eu les autorisations. C'est dans les espaces publics de la ville. Tu ne peux pas commencer à prendre un pinceau pour aller peinturer des affaires dans la rue qui ne t'appartient pas, que ça avait été fait sans autorisation. La compagnie disait, bien voyons donc, on a eu les autorisations d'un fonctionnaire. Là, on retournait à la ville, le journaliste Mathieu Bélanger du Droit. C'est absolument hallucinant de voir comment la main droite, des fois, c'est pas ce que la main gauche fait. Finalement, après ben du va-et-vient, la compagnie a été en mesure de démontrer qu'elle avait effectivement reçu d'un fonctionnaire de la ville une autorisation de procéder à la campagne là où ils l'ont fait. Ça a fait beaucoup jaser, puis le seul intérêt, d'après moi, avec tout ça, c'est beaucoup plus le fait que ça démontre un problème au niveau de la gestion. Est-ce que c'est parce que c'est trop gros? Est-ce que c'est parce que certaines personnes, on leur a donné le droit d'autoriser certaines choses, comprennent peut-être pas les politiques à l'interne? Je le sais pas, mais il va falloir que la Ville, ce qu'elle dit qu'elle va faire d'ailleurs, aller vraiment faire une analyse en profondeur, sans en faire une trop grosse. C'est pas une question d'1 million de dollars. Là. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Mais quand même, ça, c'est un exemple typique. Si on a fait une erreur de pitcher pour rester dans le système de la Série mondiale du baseball, bien, il faudrait peut-être, si on fait une erreur comme ça, à ce niveau-là, imaginez quand c'est des questions beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses, avec beaucoup plus de ramifications au niveau financier. Alors, c'est un petit peu inquiétant quand on fait affirmer par la voix d'une conseillère municipale que c'est fait sans autorisation, quand tout le temps, il y a un fonctionnaire qui a dit oui, c'est correct. Premièrement, c'est pas bon pour l'image de la conseillère en question qui a l'air de ne pas savoir ce qui se passe dans son quartier et effectivement qui ne le sait pas parce qu'on ne lui donne pas la bonne information. Alors, j'espère que la Ville va corriger ceci. Cette semaine, on célébrait aussi le fait qu'on se retrouve exactement ou presque jour pour jour, maintenant moins qu'1 an de la prochaine campagne électorale qui va se terminer à la mi-octobre 2019. À 1 an des élections, je peux vous dire qu'on va en entendre parler, on va voir les partis s'activer, les annonces de candidats dans différents comtés et autres. Mais cette semaine, à 1 an des élections, il y a des choses qui sont sorties et qui ont fait beaucoup rager sur la place publique. Il y a eu la question qui a commencé avec cette fameuse dette de 2,6 milliards de dollars à Chrysler. Vous vous rappellerez, le gouvernement fédéral à l'époque de Stephen Harper, en 2009, avait octroyé des prêts et à GM et à Chrysler pour les sortir du trou parce qu'il y avait énormément de difficultés financières. L'automobile, l'industrie de l'automobile, c'est une industrie qui emploie beaucoup de Canadiens, surtout en Ontario. Ça avait crié un peu du côté du Québec parce qu'on disait, mon Dieu, que le gouvernement fédéral était beaucoup plus enclin à sortir, à allonger les milliards pour l'industrie automobile, mais pas aussi vite pour réagir au niveau de l'industrie forestière. Mais ceci étant ce qu'elle est, puis je me souviens à l'époque d'avoir dit, j'ai bien hâte de voir si ces compagnies-là vont rembourser le gouvernement canadien. Quand je dis rembourser le gouvernement canadien, je parle de nous rembourser, nous, les payeurs de taxes, parce que c'est avec notre argent que le gouvernement fédéral fait ce prêt-là à GM et à Chrysler.
les compagnies ont fait des espèces de restructurations, sont nées sous de nouvelles corporations et n'ont pas remboursé les dettes comme telles en disant avec les nouvelles corporations, « Ah, c'est pas à nous autres que c'est venu. » Et ce qui est de plus insultant, c'est que tant Chrysler que GM ont fait d'énormes profits dans les dernières années. Alors, ça a fait beaucoup tiquer les gens parce que mettons qu'ils ne sont pas aussi généreux avec nous autres. Si on a le malheur d'avoir une petite dette d'impôt ou d'une petite dette de ci, je suis convaincue que le ministre de la Famille, lui, regardait ça avec un certain œil en se disant « My God, ils ne se font pas autant écœurer que moi, j'ai pu me faire écœurer avec mes petites dettes personnelles de couple à l'époque. » Alors ça fait beaucoup jaser, mais il n'y a pas eu que les dettes des deux manufacturiers de voitures. Il y a eu aussi des prêts étudiants qui ont été effacés et plein d'autres. On en a eu pour 6,3 milliards de dollars de dettes qui ont été déposées au compte public, un petit peu en catimini vendredi de la semaine dernière. Et ça aussi, ça indispose le peuple parce qu'on se dit, pourquoi est-ce qu'ils font ça un petit peu un vendredi après-midi quand il n'y a plus ben de personnes qui regardent ces choses-là. Puis c'est pas tout le monde qui va aller regarder les piles de factures puis de rapports qui disent « Ouais, facture annulée et ainsi de suite. » Alors, ça a fait beaucoup jaser. Et en même temps, on apprenait que du côté de Phoenix, n'en déplaise à la ministre et son secrétaire parlementaire, aussi député du comté de Gatineau, Steve McKinnon, qui nous dit toujours « ça va bien, on est en train de régler le problème », bien, on a le vérificateur général qui est venu dire « absolument pas, c'est épouvantable, on doit des centaines de millions de dollars, il y a des centaines de millions de dollars qui ont été trop payés aussi par le gouvernement fédéral, c'est un bourbier monumental ». Et on n'a pas l'impression de voir quelques règlements que ce soit en vue à ce niveau-là. Alors, imaginez un gouvernement qui n'est même pas capable de payer ses employés. C'est pour ça que le syndicat, l'Alliance de la fonction publique, veut exiger dans ses conventions collectives le droit d'être payé à temps. Moi, je dis aux syndicats puis aux employés, vous n'avez même pas besoin de l'écrire, c'est un automatique, ça devrait être le cas. Mais quand c'est rendu qu'il faut que tu le mettes sur papier pour répéter au gouvernement, l'employeur, ses responsabilités, ça fait dur. La dette qui a augmenté encore une fois de 20 points quelques milliards de dollars, gracieuseté du gouvernement Trudeau, mais qui dit, « Hey, l'an passé, on avait prévu juste, finalement, on se retrouve meilleur gestionnaire, on n'aura pas eu autant de dettes. Je pense qu'ils ont été en bas par peut-être 900 millions, quelque chose comme ça. Sauf qu'en campagne électorale, en 2015, ils promettaient des déficits pas plus grands que 10 milliards. Faites les calculs, ils ont déjà doublé ces choses. Alors, ça devrait permettre aux partis d'opposition de pouvoir sauter là-dessus. Les Andrew Scheer de ce monde, chef du Parti conservateur, Jagmeet Singh du NPD, on ne sait pas trop ce qu'il fait, puis ça, sur quoi il se positionne par rapport à la campagne électorale qui s'en vient. Ça devrait leur donner un champ pour dire quel mauvais gestionnaire le Parti libéral du Canada, au lieu de laisser Justin Trudeau voguer n'importe comment. Regardez le dossier des ventes de blindés à l'Arabie saoudite. Oui, c'est d'accord, c'est un contrat qui a été signé par les conservateurs de Stephen Harper, mais les permis d'exportation sont signés par le gouvernement libéral depuis à chaque fois qu'il y a un blindé qui est fait et qu'on l'envoie vers l'Arabie saoudite, ça prend un permis du ministre pour l'envoyer dans ce pays-là. Et depuis le temps qu'on se fait dire, « Ah, si jamais on apprenait qu'ils utilisent nos blindés pour aller contre leur propre population, ou par exemple ce qu'ils sont en train de faire au Yémen et ainsi de suite, on peut arrêter tout ça. » Là, le discours change, « Ouais, mais il va y avoir des pénalités, etc. » C'était pas le discours que tenait M. Trudeau lorsqu'il passait à Tout le monde en parle lors de la 350e dimanche passé, alors qu'il disait, parce que les gens qui étaient autour de la table disaient, « Oui, mais si l'Arabie saoudite commet des gestes épouvantables, là, le premier ministre a dit, oui, on va regarder ça, on va regarder les clauses. » Ça a fait les médias la une. Ah, le gouvernement est peut-être prêt à revoir les ventes de blindés à l'Arabie saoudite.
Et dès le lendemain, il nous parlait de « Ah oui, mais on va avoir des milliards en pénalité. » Et là, encore une fois, 2-3 jours plus tard, on nous dit « Non, savez-vous, c'est peut-être pas de même. Il a dit des milliards, mais c'était une expression. » Ça a de l'air de l'improvisation. La réalité est que même s'il y a eu cette histoire épouvantable du journaliste Jamal Khashoggi, qu'on aurait décapité, démembré, tout ce que vous voudrez, pour être un dissident vis-à-vis l'Arabie saoudite, puis ça a été exprimé contre le prince Mohammed bin Salman, qui essaye donc d'être sympathique avec les pays, avec les pays comme les États-Unis, le Canada et l'Europe, etc. N'empêche que cette personne-là a été tuée au consulat d'Arabie saoudite en Turquie, alors qu'il s'en allait juste chercher des documents en vue de son mariage à venir. Absolument épouvantable, mais on sent qu'il y a un inconfort à travers le monde à punir l'Arabie saoudite. Pourquoi? C'est le deuxième plus grand producteur de pétrole. J'ai toujours dit, moi, que c'est pas ces histoires de vente, de blindés et autres. C'est toute la question du pétrole, l'impact, s'il fallait que l'Arabie saoudite pénalise des pays comme les Américains, le Canada et autres. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on sent que tous ces pays-là marchent sur des coquilles d'œufs, veulent punir, dénoncent, mais dénoncent du bout des dents. Honte! Parce que si tu te promènes comme premier ministre Justin Trudeau à dire qu'on est là pour défendre, et Mme Chrystia Freeland, à dire qu'on défend les droits humains, bien, faites-moi rire parce que quand tu transiges avec un pays aussi voyou que l'Arabie saoudite, ben c'est un problème à ce niveau-là. On pourra en parler longuement. Il y a tellement d'autres choses à ce niveau-là. Les grèves Post-Canada, ça se continue. C'est des grèves tournantes. La ministre du Travail, Mme Adjdou, vient de nommer Martin Mitchnick, qui est comme médiateur, un ancien président de la Commission des relations de travail de l'Ontario. Je lui souhaite bonne chance. J'espère qu'on va régler tout ça. Il y a des petites entreprises qui dépendent beaucoup de Post Canada, mais en même temps, je dirais à Post Canada, les gens, on apprend à se débrouiller, les petites entreprises, les travailleurs autonomes, puis à un moment donné, ils vont devenir, il y a de la compétition. Ça serait malheureux pour ceux qui y travaillent. On a entendu dire qu'il y avait moins d'infirmières en Outaouais qu'ailleurs en province, au niveau du Québec. Je pense que c'est un problème souvent des relations de travail, des conditions de travail, pas nécessairement salariales. Pourquoi ils préfèrent aller du côté d'Ottawa? Peut-être parce qu'ils se sentent plus respectés. J'espère que la ministre va s'en occuper. Enfin, c'est extrêmement important à ce niveau-là. Absolument horrible, les histoires de colis piégés qui ont été envoyés à des personnalités importantes des démocrates à 12 jours au moment où je vous parle des élections de mi-mandat prévues pour le 6 novembre. C'est réellement pas beau ce qui se passe aux États-Unis et le président Trump n'aide pas, malheureusement, avec ses discours agressifs. Je dis plus rien, à la semaine prochaine.